Hop, alors on va commencer. Tout. Alors moi, ce que je voulais vous partager déjà dans un premier temps, c'est euh, en fait quand je donne des formations, j'introduis en fait des séquences de formation pour justement commencer à introduire un sujet, quelque chose que j'ai envie que les personnes apprennent en début enfin, pendant cette formation. Donc c'est ce que j'ai appelé les outils d'appel. Donc du coup, moi, ce que j'avais envie de vous poser comme question, c'est qu'est-ce que vous faites quand vous devez lancer un sujet, une formation? Comment est-ce que vous commencez votre séquence de formation? Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent bien partager ça, soit à l'oral, soit dans le chat? Comment vous séquencez vos séquences, quoi, grosso modo? Comment est-ce que vous faites? Pour cette séquence particulière de lancer, je me permets de parler parce que sinon Vas-y, tu je vas t'en parler prie. toute seule, je pense. Donc pour démarrer, en fait, vraiment de tout début, l'introduction, quoi. Par exemple, ou même qu'est-ce que tu fais, enfin, qu'est-ce que tu fais quand tu dois introduire un sujet, le sujet sur lequel tu formes? Moi, je vais poser des questions, je pense, comme tu l'as fait d'ailleurs, Ok. pour essayer de voir un petit peu où se situe chacun et leur niveau de connaissance peut-être avant de démarrer, ce qui me permettra aussi peut-être d'ajuster derrière le discours. Yes, super. Très bien. Donc, je suis assez d'accord avec toi, Capucine. Moi aussi, enfin, je fais comme ça aussi. Donc ça, c'est vraiment tout au début de la formation, c'est essayer de sonder un peu là où en sont les apprenants et les apprenantes, sachant que bien sûr, on a déjà des informations en amont quand on a préparé la formation, mais c'est bien de redemander des choses quand même un peu plus précises pendant la formation. Donc effectivement, de questionner, par exemple, si je dois former sur la facilitation, je vais leur demander quelle est par exemple leur définition de la facilitation, c'est quoi pour eux la facilitation, et voir un petit peu où on en est et pouvoir compléter effectivement après avec d'autres éléments que je vais proposer. Donc ça, c'est une première chose. Et par exemple, si, imaginons, on a commencé la formation, on a déjà fait la matinée, on en est à l'après-midi, est-ce que vous avez des astuces aussi pour continuer à relancer comme ça et à redynamiser les personnes pendant la formation? Oui, je me permets, Vas-y, du coup, Yannick. c'est Carole. Moi, je commence toujours par un energizer Ouais, après le repas hein, pour recréer la dynamique au sein du groupe, d'une part, parce que au moment de la digestion, c'est important de remobiliser tout le monde, et puis aussi pour reconnecter tranquillement les personnes au sujet de la formation. Donc, à choisir un energizer en lien avec le sujet, si possible. yes, exactement. Est-ce que tu as un exemple concret à nous partager d'Energizer que tu fais? Oui, voilà. Après, il y a des choses plus ou moins ludiques, hein. Ça peut être, je sais pas moi, un Picasso dans le sac pour dessiner son binôme sans regarder le dessin. Ça peut être se mettre en cercle et puis se donner, on va dire, quelque chose de soi, se dire, voilà, je suis probablement le seul dans le cercle à avoir fait ceci ou cela. Et puis, euh, et puis les personnes qui se reconnaissent qu'on fait la même chose hein, rejoignent la personne au centre du cercle. Euh, ou ça peut être un pierre-feuille-ciseau, un petit challenge, voilà, histoire de faire bouger les gens et puis, comme je disais, de créer une dynamique. Mmh. Yes. Merci beaucoup pour ton partage, Yannick. Super intéressant. Donc effectivement, toutes ces petites activités, donc comme tu l'as dit, soit effectivement en début d'après-midi, enfin, après la digestion, après le repas, c'est hyper important justement de relancer la dynamique parce que il y a un côté, j'ai bien mangé, je suis en train de digérer, donc du coup je suis un peu mou, un peu molle. Donc effectivement, ça peut être des energizers comme ça. Et après, je ne sais pas si ça a réellement un nom, mais moi j'utilise aussi beaucoup des petites séquences introductives, enfin des petits exercices introductifs pour chaque séquence. Euh, En fait, ça, je l'utilise depuis longtemps. C'est qu'en fait, c'est des outils que j'appelle des outils d'appel qui vont appeler un petit peu la connaissance, qui vont appeler à la réflexion sur un sujet. Je vais prendre des exemples concrets. Par exemple, je donne des formations en ergonomie des interfaces. Donc, en gros, comment est-ce qu'on fait pour faire des interfaces, à savoir, par exemple, une application mobile, un site web, pour que ce soit fluide et ergonomique, facile d'utilisation.
Et en fait, il y a un moment donné où on va travailler, j'ai une séquence où on va travailler vraiment sur les critères d'ergonomie, sur comment est-ce qu'on peut faire pour que respecter un certain nombre de normes, de critères qui permettent justement de faire que l'interface doit être fluide et facile d'utilisation. Et pour faire ça, en fait, comment j'introduis ma séquence, c'est qu'au lieu de leur dire, bah voici le PowerPoint avec tous les critères, où vous retenez tout, etc., je vais plutôt utiliser un outil d'appel, c'est en fait une petite simulation qui va me permettre d'introduire le sujet. Donc là, la simulation, c'est que du coup, j'ai un site web qui s'appelle User in Your Face. C'est assez drôle le nom. Et en fait, ce site, il est fait exactement à l'inverse de toutes les normes. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, le gros bouton vert sur lequel on pense qu'il faut appuyer, il faut surtout pas cliquer dessus parce que ça ne marche pas. En fait, c'est tout à l'inverse. Donc, en fait, tout est fait pour induire des erreurs chez l'utilisateur, chez la personne qui va utiliser ce site. Et en fait, du coup, je leur fais utiliser ça. C'est juste un petit site. En fait, en gros, il faut qu'on remplisse un formulaire et du coup, il y a plein de pièges, il y a plein de choses qui ne marchent pas. Et ça dure 5 minutes. Donc, en fait, je les laisse utiliser ça pendant 5 minutes. Donc, souvent, ils sont là, ah, c'est énervant, on n'y arrive pas, ah, mais comment t'as fait? Puis, du coup, je les vois, ils rigolent, ils rigolent entre eux à travers ce site. Du coup, ça énergise. Donc, effectivement, les gens sont en action, ils sont là, ils sont devant le site, ils sont en train d'essayer de résoudre l'énigme. Ça les met en action. Et puis ensuite, on va passer un temps de débrief. Et dans le temps de débrief, c'est là où c'est très important, c'est de leur demander bah, qu'est-ce que vous avez ressenti, qu'est-ce que ça vous a fait. Donc là, les gens vont dire bah, ça m'a énervé, j'ai pas réussi. Pourquoi t'as pas réussi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, en fait, c'était tout fait pour que je me trompe. Il y avait rien qui était comme d'habitude. Le gros bouton vert sur lequel on pense appuyer, ça ne marche pas. Donc voilà. Et du coup, je leur dis ok, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Quels sont les enseignements? Donc là, ils vont me dire bah effectivement, là, les enseignements, c'est que il faut qu'on respecte un certain nombre de normes. Sinon, l'utilisateur va être perdu si on change les normes à chaque fois. Si d'un coup le bouton doit être vert et puis d'un autre côté il est pas de la bonne forme avec la bonne appellation, etc. comme d'habitude, ben, les gens vont être perdus. Donc ça veut dire qu'on est obligé de respecter un certain nombre de normes. Et donc tout est fait dans le débrief en fait. Et donc ça permet d'introduire en fait la séquence d'après. Et à chaque fois, le cerveau, il va revenir à ça. Il va revenir quand on va vraiment parler concrètement de la théorie, enfin des choses concrètes concernant ces critères d'ergonomie, les personnes vont se rappeler de ce truc-là. Ils vont se dire ah oui, il faut que je fasse gaffe parce que du coup, si je respecte pas ça, tac, mes utilisateurs, ils vont être dans cette confrontation d'avoir un site qui est très compliqué à utiliser. Donc ça, c'est un exemple. J'ai un autre exemple. J'ai un jeu, je peux peut-être le sortir d'ailleurs. Hop là. Tac. Désolé, j'ai 50 000 jeux et voilà, il est là. J'ai ce jeu qui s'appelle le Berkshire. Et en fait, ce sont 10 cartes qui vont. En fait, on commence par on choisit un sujet au hasard. Par exemple, un musée. La carte un musée, ou bien un distributeur de billets, ou bien un moyen de traverser une rivière. Donc, on choisit une carte au hasard. Et ensuite, au hasard également, on doit concevoir l'objet, enfin, en tout cas, l'objet ou le service qu'on a tiré au hasard. Donc, par exemple, le musée. Et on doit le faire avec une carte qui nous est imposée. Donc par exemple ici, celle-ci, où il y a écrit comment ajouter le maximum de technologies inutiles, Bluetooth, capteur, blockchain, écran, etc. Donc voilà, on imagine par exemple un musée avec cette contrainte. Donc du coup, je l'ai fait travailler là-dessus. Du coup, ils sont plutôt en binôme, trinôme. Et donc ils rigolent un bon moment, ils imaginent des choses assez rigolotes. On se partage un peu les idées qui sont complètement nulles. Je vais donner d'autres exemples de contraintes. Comment capturer l'attention de l'utilisateur à chaque instant? Notification push, mécanisme addictif, récompense, etc. Comment empêcher à tout prix le recyclage ou la réparation du produit? Des pièces, le réseau légal, etc. Donc en fait, le fait de faire ça, ça me permet d'introduire une séquence sur, par exemple, tout ce qui est éthique. Quand je forme au design, du coup, j'ai une séquence qui est qui est dédiée justement à l'éthique du designer et à savoir de ce qu'on conçoit, ça a des répercussions derrière. Donc là, le fait d'imaginer des objets et des services qui sont complètement inadaptés et qui polluent, qui respectent pas les utilisateurs, etc., c'est des choses qui vont permettre d'introduire cette séquence-là. Donc, vous voyez un petit peu la mécanique en fait des outils que j'appelle les outils d'appel. C'est vraiment des outils qui vont être là pour introduire un sujet. Ça va? Est-ce que vous avez des questions sur cette partie?
Ok, n'hésitez pas à interagir, soit dans le chat, soit prenez la parole. On n'est pas très très En nombreux. gros, c'est des Ouais, outils qui permettent de pousser à l'extrême un comportement non souhaité pour en déduire. Dans bah, les deux cas que tu as donnés, c'est un peu ouais, ça, finalement. ouais, c'est vrai que dans les deux cas que j'ai donnés, c'est ça, mais c'est pas toujours ça. Faudrait que je trouve un autre exemple. Mais là, dans le cas-là, oui, dans ces cas-là, c'est le cas. Mais est-ce que j'ai d'autres exemples? Il y en a pas qui me viennent comme ça. S'il y en a d'autres qui me viennent, je te donnerai. Mais c'est pas forcément ça. Là, C'est pas là forcément. effectivement, ouais, non, pas forcément. Mm. Disons que c'est quelque chose qui permet d'introduire quelque chose. Par exemple, quand j'introduis le sujet sur les biais cognitifs, des fois, je fais des petites simulations comme ça. Par exemple, je peux vous le faire là. C'est du coup, il faut penser dans sa tête à blanc, blanc, blanc et répéter comme ça dans sa tête blanc, 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 blanc. Et après, il faut répondre le plus rapidement possible à ma question. Allez-y, blanc, 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 blanc. Que boit la vache? Donc là, tout le monde a envie de dire du lait. Et en fait, c'est de l'eau. Et donc ça, c'est un truc qui introduit un biais cognitif qui est le biais d'ancrage, c'est le fait de mettre une idée dans la tête de quelqu'un, ça va du coup euh, euh, mettre, enfin introduire la façon dont on va penser derrière. Ça va continuer à faire penser de la même manière. Un autre petit truc d'introduction de biais cognitif, tout le monde pense à une voiture jaune. Donc là, tout le monde a une voiture jaune dans la tête. Et enfin, c'est pas vraiment les biais cognitifs, mais c'est un autre concept. Mais tout le monde a une voiture jaune dans la tête, ok. Et en fait, là, quand je demande aux gens, bah, est-ce que tu peux me décrire ta voiture jaune? Donc, il y a des gens qui vont penser à la voiture de la Poste, d'autres qui vont penser une coccinelle, d'autres qui vont me dire une voiture de course type Ferrari. Donc, en fait, et en fait, là, c'est pour introduire les modèles mentaux. Se dire qu'en fait, on a tous des modèles mentaux différents. Donc voilà, ça peut être aussi des petites choses comme ça, mais du coup, le fait d'introduire un truc, ça permet justement de parler de la suite. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres idées à ce sujet? Ben, je rajouterais peut-être dans le même état d'esprit, pour connecter les gens au sujet, on peut refaire un petit quiz. Euh, un petit quiz avec un petit challenge, en donnant des points voilà, pour créer cette animation entre les personnes et puis un petit effet compétition. Oui, ça c'est une très bonne idée. Celui-là, je l'ai plutôt mis dans ce que j'ai appelé les outils de rappel. Pour moi, l'outil que j'ai appelé appel, l'outil d'appel que je vous ai dit, c'est plutôt un truc qu'on va pas solliciter forcément les connaissances dans un premier temps. C'est un petit jeu qui ensuite, dans le débrief, ça va solliciter des connaissances et des ramifications avec d'autres choses qu'ils savent déjà. Par exemple, le fait que l'éthique, forcément, ils vont en parler, c'est des choses dont ils vont parler, mais c'est justement pas des choses dont j'ai parlé pendant la formation encore. Ça veut dire que là, c'est vraiment en début de séquence où j'en ai encore jamais parlé. Là, dans le cas de l'éthique, en fait, j'ai pas parlé d'éthique, c'est ce qui va appeler à parler de ça. Et du coup, effectivement, tu as raison dans le sens où les quiz et tout ça, c'est des super outils, mais moi, je les utilise plutôt à d'autres moments, en fait, un peu plus tard. OK. Euh, Ensuite, j'ai des outils que j'ai appelés les outils d'ancrage. En fait, est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent me dire un petit peu comment, imaginons que vous avez quelque chose où il y a beaucoup de théories, beaucoup de choses à présenter, beaucoup de choses, des choses qui sont un peu conceptuelles, un peu voilà compliquées à présenter. Est-ce que est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi votre mode opératoire pour présenter ça à un public d'apprenants? Je veux bien prendre la Oui. parole. Moi, il m'est arrivé de devoir parler d'un cahier de charge, d'un cahier des charges avec de nouveaux formateurs. Et c'était des éléments indispensables. Du coup, l'idée m'est venue de découper le cahier des charges et de confier une partie à chaque petit groupe. Enfin, ça peut être deux, trois personnes en fonction du nombre. Et ensuite, de reproduire ce cahier des charges sous forme de puzzle. Et puis, en fait, et on avait accroché le puzzle qui s'emboîtait, bien sûr, dans la salle et on les a gardés les 2 jours. Mais chacun, en fait, se saisissait d'un morceau du cahier des charges et pas tout. Et je trouve que dans l'interaction, c'est sympa parce que déjà, on ne se préoccupe pas de la masse et dans le partage, chacun va expliquer aux autres ce qu'il en a perçu. Et puis ensuite, le fait de l'afficher pendant les 2, 3 jours de formation, c'est bien aussi. Mm. Ouais, super. Du coup, en fait, tu les as laissés se débrouiller un peu avec Dans un, oui, le support, ouais. ouais.
Ouais, Oui, oui, super. voilà, en fait, ils s'en saisissent et puis ce qu'ils en ont compris, et puis bien sûr, après, s'il y a des choses à mettre en place. Mais bon, c'est peut-être un peu plus facile dans un cahier des charges parce que c'est un cahier des charges. Il n'y a pas forcément beaucoup d'explications, mais je trouve que dans la saisie de ce qui est important, c'était sympa. C'était bien comme. Ouais, super, j'adore ton idée. Effectivement, je trouve ça bien. Enfin, moi, je privilégie aussi ce que tu proposes, c'est de mettre en action les gens tout de suite, plutôt que de descendre une théorie tout de suite. Donc, dans le chat, il y a des personnes qui disent, donc, toujours donner des exemples. Donc, ça, c'est clair, c'est top. Une synthèse visuelle. Euh, ok, donc ça, c'est peut-être après que tu aies présenté la théorie, la synthèse visuelle, ou c'est avant? Ça peut servir de support, ça dépend. Ok, tu montres une synthèse visuelle et tu expliques Et par-dessus, c'est ça? explique autour, ouais, voilà. D'accord, ok, ça marche, Mm. cool. On peut utiliser des métaphores ou faire des analogies pour ancrer les concepts. Yes. Ouais, très bien, pour faire des raccords avec ce qu'on a déjà. Donc, quelqu'un qui dit, on peut utiliser des métaphores ou des analogies pour ancrer les concepts difficiles pour mieux mémoriser. Donc, effectivement, le fait de relier avec des choses qu'on connaît déjà, ça aide le cerveau justement à mieux retenir. Super, trop bien, merci pour vos idées. Donc, effectivement, bah, moi aussi ce que j'ai tendance à faire, c'est, avant ce que je faisais, c'est que je faisais comme j'avais vu tout le temps. En fait, j'avais un PowerPoint avec de la théorie et puis je parlais dessus, j'expliquais les concepts et tout ça et ensuite je prévoyais un exercice pratique. Hem En fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était pas ce qu'il y avait de plus efficace. Puis je trouvais, enfin, moi, je suis très sensible à l'énergie qu'il peut y avoir dans mes ateliers ou dans ma formation. Et du coup, il y avait une bonne énergie, mais je sentais que quand il y avait ces sessions de théorie descendante, bah, l'énergie, elle retombait un peu et les gens étaient, bah, ils écoutaient, mais je trouvais qu'ils n'étaient pas assez actifs et en train d'apprendre par eux-mêmes. Je trouve que ce qui est très important, c'est de laisser les personnes être actrices de leur apprentissage. Donc pour ça, c'est déjà bah, peut-être de changer sa posture en fait en tant que formateur et formatrice et de se dire ok, je sais des choses, je suis là pour apprendre des choses aux personnes, mais c'est elles qui ont besoin en fait. Donc c'est comme c'est elles qui ont besoin, c'est elles qui vont devoir être en action pour justement prendre en main ces connaissances. Et moi je suis juste là pour faciliter ça et je suis un support pour les aider à ça. Donc déjà, au début, j'avais peur de cette posture parce que je me dis, bah, en fait, ils vont croire que je maîtrise pas mon sujet. Enfin, voilà, si je les laisse faire, du coup, ça va partir dans tous les sens. J'avais beaucoup d'appréhension et en fait, je l'ai mis en place petit à petit. Et maintenant, il y a des séquences où j'ai préparé mon truc, mais il y a des séquences que j'anime qui sont hyper libres, où c'est vraiment, je vais me laisser porter et guider par là où veulent aller les apprenants, les apprenantes. Et en fait, je me dis, bah, ça, au final, ça, c'est une vraie posture de personne qui sait, parce que vu que je connais le contenu, je connais tout, je suis capable de m'adapter. Je pense que je serais beaucoup moins à l'aise de faire ça sur des sujets que je ne maîtrise pas, enfin que je maîtrise pas bien, quoi. Sur des sujets que je maîtrise pas bien, je serais pas capable de faire ça. Si on connaît très bien son sujet, qu'on le maîtrise très bien, on est capable d'improviser, on est capable de s'adapter aux questions, quitte à même des fois dire bah ça, je suis désolée, j'ai pas l'info. Si c'est des trucs très très précis, j'ai pas l'info, je vais aller chercher l'info. C'est ok en fait de dire ça, c'est pas grave. Moi, ça m'est déjà arrivé de dire ça. Les gens ne sont pas dit oh là là, elle connaît rien sur le sujet. J'avais des réponses dans 99% des cas et il y avait 1%, j'avais pas de réponse et j'allais chercher des réponses. C'est ok, c'est pas grave. Euh, donc il y a ce truc-là de relation qu'on peut avoir aux personnes qu'on accompagne. Euh, et pour ça, c'est aussi laisser libre cours à l'improvisation et à tout un tas de choses. Donc les exercices que je fais, que j'ai appelés les exercices d'ancrage, c'est effectivement déjà ne pas commencer par la théorie et ensuite faire des exercices pratiques. C'est du coup, je fais plutôt l'inverse. Je vais d'abord leur faire des exercices pratiques, comme ce que Myrna disait avec le cahier des charges. Et du coup, ensuite, une fois qu'ils ont fait ça,
et ben du coup, moi je vais avoir des supports justement de théorie parce que les personnes aiment bien avoir effectivement un support PowerPoint qu'ils vont pouvoir reprendre après la formation, etc. Donc ça, je l'ai, mais c'est pas sur ça que je vais m'appuyer en fait pour faire ma formation. C'est juste là pour se dire, bah ok, vous avez des éléments théoriques que vous pourrez garder après la formation, et du coup je les montre, mais franchement, je vais pas passer beaucoup de temps là-dessus. Et comment est-ce qu'on construit ça? Donc, par exemple, bah, je peux reprendre bah, typiquement l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, c'est très bien sur les critères d'ergonomie là. En fait, j'ai des cartes comme ça. Donc c'est des cartes pro, hein, mais sur les critères d'ergonomie. Donc là, j'ai la chance d'en avoir des toutes prêtes, mais on peut très bien se construire du matériel soi-même avec des connaissances. J'en ai construite sur d'autres sujets. On peut très bien le faire à la main ou sur un ordinateur, peu importe. Et donc en fait, ce sont les critères d'ergonomie qui sont décrits. Donc par exemple, on a les actions explicites, donc ça, c'est un critère d'ergonomie, et derrière, j'ai une petite description de ce que c'est que ce critère-là. Et j'ai ça pour tous les critères. Et en fait, ce que je leur fais faire, c'est que du coup, je leur donne les cartes et je leur dis, bah voilà, vous regardez les cartes et vous essayez de me trouver des exemples concrets de bonnes ou de mauvaises pratiques de ces critères. Donc par exemple, dans les critères, il y a un critère par exemple de lisibilité. Donc le fait que il faut que ce qu'il y a sur le site web ce soit lisible, que par exemple les typographies de texte soient lisibles, que ce soit pas écrit trop petit, pas assez contrasté, enfin ce genre de choses, par exemple. Et du coup là, les personnes doivent trouver des exemples concrets de bonnes ou de mauvaises pratiques. Donc ils peuvent dire, bah tiens, sur le site machin, il y a là, c'est très lisible, on arrive bien à lire ce qui est écrit, etc. Et du coup, ça leur permet de non seulement prendre connaissance de ces critères-là, mais en plus de commencer à ancrer justement ces connaissances. Donc je leur fais faire ça, et ensuite on déroule ensemble, on regarde, en fait ils me présentent, ils me disent ben voilà, ça c'est eux qui me présentent, qui me disent ça c'est un bon critère, ça c'est une bonne application de tel critère, ça c'est une mauvaise application de tel critère. Moi j'ai mes slides en plus pour aller sur certains points et aller plus loin sur certains éléments. Et en fait c'est eux qui construisent le truc. Pareil, autre exemple, quand je forme au design, donc dans le design, il y a des étapes, grosso modo, par lesquelles on va passer. Et ces étapes-là, elles sont décrites en fait dans ce jeu de cartes également. Donc ça, c'est un autre jeu de cartes où du coup, vous avez les étapes qui sont là. Et pour chaque étape, vous avez des outils. Et en fait, ce que je leur demande, par exemple, en début de formation, c'est de dire comment ça se passe un projet design dans votre entreprise, ou comment est-ce que vous appliquez actuellement le design, parce qu'en fait, c'est des gens qui commencent à appliquer certains éléments, mais qui veulent monter en compétence là-dessus dans leur entreprise, et vraiment appliquer réellement une méthode de bout en bout. Donc du coup, je leur demande de faire ça. Vous me décrivez comment ça se passe un projet design chez vous. Ils me décrivent le truc, donc on fait ça avec des post-it, hein, tac, tac, tac. Et ensuite, je leur donne ça et je leur dis, voilà, maintenant, les outils que vous avez là-dedans, vous me placez les outils que vous utilisez déjà dans votre entreprise. Donc là, ils découvrent les outils. Donc en fait, ils découvrent les cartes avec les outils qui sont décrits. Et des outils, par exemple, ça peut être faire un interview d'un utilisateur, ou bien faire des tests utilisateurs, ou bien faire des maquettes dessinées d'un site web. Ça peut être ça, c'est ce genre d'outils. Et donc là, les gens vont placer, dire, ça on le fait déjà. Ah tiens, ça on le fait pas, mais ça peut être intéressant. Et ça va être sujet en fait de discussion comme ça. Donc ça, en fait, c'est eux qui prennent en main ça. Et sur la base de ce qu'ils me disent, de ce qu'ils me racontent, moi, je vais pouvoir aussi adapter justement la formation derrière par rapport à ce qui est dit, ce qu'ils me racontent. Voilà, je pense que j'ai j'ai dit ce que j'avais à dire sur cette partie. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des remarques ou d'autres idées à partager. Moi, je travaille beaucoup avec les cartes aussi. Donc, j'interviens dans surtout la thématique apprendre à apprendre, les neurosciences, la pédagogie, etc. Et donc, il faut parler des biais, il faut parler des neuromythes. Et donc, l'idée avant d'en parler, c'est, j'ai des petites cartes que je plastifie. Je les mets en petits binômes et puis je leur demande de classer entre ce qu'ils pensent être un neuromythe ou pas, etc. Et c'est ensuite que je donne les explications, mais les personnes s'interrogent. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'elles sont pas souvent d'accord. Donc là, elles ont la possibilité de mettre une troisième colonne pour les on n'est pas d'accord, etc. Et c'est ensuite qu'on introduit tout ce que les neuroscientifiques disent et non pas simplement expliquer le neuromythe, il y a ça ne sert à rien. Et ce qui est intéressant dans l'interactivité des gens, c'est comme ils sont souvent de divers horizons, donc chacun vient avec ses croyances, etc. Et ça peut permettre de développer sur d'autres aspects. Et je m'amuse effectivement à faire plein de petites cartes que je plastifie. Donc bon, là, c'est les trucs amateurs, hein, mais je trouve que c'est bien parce que les gens manipulent.
donc sous différentes formes. Et je ne sais pas si vous connaissez l'activité de Tiagui. Je ne sais pas si vous Mhm. connaissez Tiagui. Ouais. Donc, l'activité vite fait, bien fait, alors ça peut être en début, en fin, peu importe, c'est quand on veut interroger les gens sur ce qu'ils savent. On peut faire effectivement les quiz, comme a dit Yannick, mais moi j'aime bien c'était en fait une enquête vite fait, bien fait. C'est prendre quelques questions. Donc moi j'aime bien plastifier tout, comme ça je les utilise tout le temps. C'est poser des questions, les mettre en petits groupes, et puis en fait chacun va enquêter chez tout le groupe et récolte toutes les questions, Mhm. toutes les réponses plutôt, et c'est ensuite qu'on fait un débrief. Donc tout le monde met ça sur des grands paperboard posters, et donc en fait c'est anonyme parce on ne sait pas qui a dit quoi, et les gens se lâchent beaucoup plus que dans un tour de table. Et je trouve que c'est un outil fabuleux parce qu'on peut mettre ce qu'on veut dedans. C'est qu'est-ce que vous savez, comment vous auriez fait, qu'est-ce qui vous a manqué. Ça peut être sous forme de bilan, d'introduction. Et puis le fait d'avoir des petites cartounettes dessinées, je trouve que ça met tout de suite Ouais. en mouvement. Voilà, ça met tout de Ouais, suite en mouvement. j'adore, c'est top, c'est super. Oui, c'est bien. Moi aussi, j'ai des petites cartes aussi faites maison aussi. C'est super. Et du coup, sur Tiagui, ce que, hop, je suis allée à sa formation là justement. Là, il y avait 2 jours de formation Oui, sur oui, oui. Paris. Du Ouais. coup, il y a ce livre-là qui est top. Du coup, qu'ils nous ont offert. D'accord. Donc c'est Ouais, ouais, moi j'en ai plusieurs, ouais. ouais, beaucoup d'activités. Mais c'est le dernier. Là, il est sorti en janvier celui-là. Oui, 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 oui. Et après, donc sur les activités introductives, il y a les Jolt. Les jolts, exactement. Ouais. Du coup, il y a celui-là qui parle Et que de celui-là, ça. je l'avais Ouais, acheté. J'utilise beaucoup les jolts pour démarrer. Et ce que ouais. j'utilise aussi dans les fameux brise-glaces, les energizers, j'aime bien utiliser aussi. Bon, c'est vrai que c'est peut-être aussi parce qu'on parle beaucoup cerveau dans mes formations. J'aime bien utiliser les énigmes, les jeux de mots, les jeux, des petites choses comme ça qui sortent un peu de. Et je ne sais pas si vous connaissez, il y a un jeu qui s'appelle Boxon, un jeu de Ah non, société. je connais pas celui-là. Et en fait, je me suis amusée sur Canva à reprendre sous cette forme, hein. Donc, je leur distribue des petites cartounettes, je les mets en petits groupes. Et ce sont des choses, en fait, ce sont des petites phrases, des citations, peu importe, des proverbes, mais qui sont phonétiques. Et il faut deviner. Donc, c'est l'équipe qui devine le plus rapidement possible. Donc, ça, c'est la Belle et la Bête, par exemple. Voilà. Trop bien. Voilà. Et je trouve que souvent, parce que souvent les brise-glaces, on fait bouger le corps, mais je trouve que c'est intéressant aussi de faire bouger le cerveau Ouais. Donc voilà, je fabrique plein de petites choses comme ça, je découpe, je plastifie, et je trouve que c'est rigolo parce que ça prend 5 minutes, mais ça met déjà les gens dans une bonne dynamique. Alors ça peut être après une pause, voilà, c'est vraiment très très rapide. Mm. Exactement, je suis tout à fait d'accord. Super. Merci beaucoup pour ce, Juste pour ce pour, partage. Vas-y, Yannick, juste oui. pour compléter ce que dit Myrna, il y a en effet pour faire réfléchir et stimuler le cerveau, il y a les dingbats que vous pouvez retrouver sur Internet, des dingbats qui sont en effet des petites énigmes. Et voilà, ça rejoint ce que tu dis, Myrna, c'est Alors Trop très, j'en ai bien. très tout plein intéressant. que j'ai plastifié aussi. Et je les utilise beaucoup, les dingbats. Voilà, en fait, c'est ça, c'est ça. Mm. Trop bien. Mm. Voilà, donc il faut trouver voilà ce que c'est. Mm. C'est top. Trop bien. Et je peux rajouter quelque chose, Carole, Oui? du coup, Oui, oui, vas-y, on a le temps, vas-y. euh, en petit temps d'inclusion pour se connecter au sujet. Ça peut être intéressant aussi avant d'apporter de la théorie et avant de faire des exercices, c'est de faire réfléchir les personnes par elles-mêmes au sujet, au concept qu'on va explorer, avec du photolangage. Mm. Hein, c'est donc utiliser des cartes qui représentent Super. enfin, tout et n'importe quoi et demander aux personnes de tirer une carte et d'exprimer à partir de cette carte le concept qui va être vu. Hein, genre, bah, je fais une formation sur la facilitation. Qu'est-ce que pour vous la facilitation? Et la Mm. personne va prendre n'importe quel cas, un paysage ou un groupe de personnes, Mm. et exprimer par ses propres mots la façon dont elle voit le sujet. Mm. Et ça peut être aussi un temps d'introduction assez sympa, où Mm. on exprime des choses, c'est l'inconscient qui parle, Mm. et ça permet de libérer la parole aussi, Mhm. Yes. facilement. Ouais, je suis d'accord. Les photolangages, c'est hyper puissant. Donc, le plus connu, Dixit. Dixit, ouais. Voilà, c'est très le plus connu, ça, Dixit. Mais il y en a plein d'autres. Et effectivement, les photolangages, c'est hyper puissant. Et peut-être il y a un autre aspect aussi. euh,
auquel il faut faire attention, c'est du coup de varier les typologies de support et les façons de faire, parce qu'il y a des personnes qui sont très sensibles justement à tout ce qui est imagé, d'autres qui sont plus sensibles avec les mots, d'autres qui sont plus sensibles avec le corps. Enfin, on a chacune des façons de s'exprimer et enfin de dire les choses qui sont peut-être différentes. Et puis on a peut-être aussi des appétences aussi qui sont différentes, peut-être des personnes qui sont plus, enfin qui aiment plus les activités où on est en lien, d'autres personnes qui aiment plus les activités où on est en compétition. Du coup, faut varier justement les supports et pas faire que par rapport à soi ce qu'on aime. Moi, il y a des exercices que je préfère par rapport à d'autres, mais du coup, je fais gaffe, je me dis ah là là, que je rajoute un peu de ça parce que du coup, ça va parler à d'autres personnes. Du coup, c'est important de bien varier quoi. Ok, trop bien. Je suis en train de lire les commentaires sur le chat. Ok, les métaphores, c'est super. Euh, ok, très bien. Cool. Du coup, je vous propose de parler du troisième outil. On en a parlé un petit peu, mais c'est ce que j'appelle l'outil de rappel. C'est en fait déjà, souvent quand on donne des formations, c'est pour que les personnes puissent apprendre des choses. Et on aime bien en tant que formateur et formatrice, vérifier que ces apprentissages, ils sont en train de s'ancrer, qu'il y a des choses qui sont retenues. Donc pour faire ça, on a besoin d'activités pour savoir si les personnes ont bien retenu ce qu'on a raconté, si elles ont bien compris, s'il y a besoin de revenir sur certains aspects pour être sûr que il n'y a pas de mauvaise compréhension de ce qu'on a transmis. Donc tout à l'heure, on a parlé des quiz. Typiquement, c'est bien. Il y a les quiz qu'on peut faire en mode de compétition, etc. Donc on peut varier aussi les formats. Moi, je voulais vous parler de deux formats que j'adore, enfin que j'utilise assez souvent dans mes formations. Euh, et qui demandent zéro temps de préparation. Donc ça, mine de rien, ça peut être important aussi quand on fait de la formation, d'économiser des temps là-dessus. Il y a un format que j'aime particulièrement qui est ce que j'ai appelé l'auto-quiz. Alors, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais c'est le fait qu'en fait, dans une formation, je crée deux équipes et chaque équipe va devoir formuler des questions concernant la formation qu'on est en train de suivre pour poser à l'autre équipe. Et après, ils vont se poser les questions entre eux et on va compter le nombre de points de quelle équipe a le plus de points, quoi. Un peu en mode burger quiz, équipe ketchup, équipe mayo, mais en mode c'est eux qui ont construit les questions. Pourquoi c'est pas moi qui construis les questions? Parce que du coup, ça me permet aussi de vérifier ce qu'ils ont retenu. Plutôt que si c'est descendant, moi je vais vouloir euh, vérifier un certain nombre de choses, mais le fait que ce soit eux qui construisent, ça me permet de voir quels sont les éléments qui les ont marqués, qu'est-ce qui les ont marqués en fait pendant la formation. Alors, autant j'ai des choses qui sont, dans la plupart des cas, franchement, ça balaye vraiment un peu tous les sujets. Ils essayent vraiment de répartir sur plein de sujets différents qu'on a vus pendant la formation, pas d'accès que sur une séquence en particulier. Des fois, je leur demande de faire sur 10 questions, donc des fois, on a des questions qui sont plus qu'ils appellent ça des questions pièges pour piéger l'autre équipe, ou du coup c'est des questions un peu qui sont pas trop sur le contenu, ça peut arriver, mais en général c'est une ou deux questions, donc c'est à la marge, ou qui sont plus sur la forme, ou par exemple, j'ai pas d'exemple précis, mais par exemple une activité introductive qu'on a fait à un moment donné, imaginons il y avait un dessin à faire, qui est-ce qui a dessiné tel truc, ou enfin voilà, ça peut être des questions un peu comme ça qui sont pas hyper pertinentes, mais c'est à la marge et sinon le reste des questions sont vraiment pertinentes. Et moi, typiquement, j'aurais pas fait mieux au niveau de ce que j'aurais pu produire en tant que quiz. Donc, du coup, c'est donnant-donnant. Ils réfléchissent pendant la phase où ils vont construire le quiz ensemble. Ils réfléchissent pendant la phase où du coup ils vont devoir répondre. Donc, ça fait double emploi. Donc, c'est assez efficace. Je sais pas si vous avez déjà fait ça, pratiqué ça. Ah oui, Yannick, tu disais la battle. Yes. Ok, donc ça c'est une première chose. Et après, l'autre que j'aime bien faire, c'est quand c'est pertinent, c'est d'utiliser ce que j'appelle le poster, où en fait je leur donne une grande feuille de paperboard, des feutres, des stylos, enfin tout un tas de matériel, pour qu'ils me schématisent ce qu'ils ont appris.
Donc en fait, il me faut un grand poster de tout ce qu'ils ont appris. Euh, et donc là, c'est pareil, c'est en équipe. Il y a, en général, je les mets 3-4 max par poster. Et c'est très bien pour schématiser par exemple des process ou des choses comme ça. Par exemple, en design, c'est très efficace parce que du coup, on a les 5 étapes. Du coup, ils peuvent me schématiser les étapes avec les outils qu'il y a à l'intérieur, avec les différents éléments. Et du coup, c'est visuel et c'est bien. Et en plus, c'est marrant parce que chaque équipe va me faire un visuel différent. Donc, on n'a jamais deux fois le même. Et après, on se présente les visuels entre nous. Ça peut arriver qu'il y ait des erreurs. C'est plutôt assez rare, mais ça peut arriver qu'il y ait des erreurs. Et en général, c'est les autres équipes qui corrigent les erreurs qu'il peut y avoir. Donc ça aussi, ça permet de, quand ils font la présentation, de s'auto-corriger les uns les uns les autres. Et en plus, là, c'est un côté dessin, créatif, etc. Donc, il y a des personnes qui adorent ça, du coup, ils vont vraiment dans le dessin, tout ça. Ceux qui n'aiment pas, du coup, vont plutôt être là dans l'équipe en allant chercher les infos de ce qu'ils ont retenu, etc., de structurer. Donc voilà, il y a tous les différents profils, en fait, vont trouver du plaisir parce que du coup, ils vont pouvoir se compléter. Est-ce que vous avez d'autres idées, d'autres choses que vous faites justement pour voir si les connaissances ont été bien ancrées? Moi, j'ai déjà fait dans une formation où ils étaient très nombreux. C'est pareil, c'est aussi inspiré de Tiagi. En fait, chacun sur une petite feuille Bristol dessine et inscrit, peu importe, les points clés pour lui de ces 2 jours. Enfin, généralement, c'est des formations de 2 jours. Donc, on peut écrire plusieurs choses. Mais voilà, être dans la précision de ne pas dire j'ai bien aimé le repas et donc être vraiment dans le contenu de la formation, donc mettre les éléments clés avec lesquels ils repartent. Et une fois ce temps terminé, l'idée c'est au hasard d'aller chez quelqu'un d'autre et de comparer les 2 cartes. Et les 2 personnes vont décider que, par exemple, ma carte est meilleure que la tienne, Carole. Donc, du coup, toutes les deux, on va avec une carte chez Yannick. On voit la carte de Yannick qui peut-être entre-temps est allée chez quelqu'un d'autre. Et en fait, on va se comparer les cartes, mais à chaque fois, on va se délester de celle qu'on trouve la moins pertinente. Et à la fin, il reste 2 cartes puisqu'on aura constitué 2 groupes. Et puis, l'idée, c'est alors, généralement, on les garde les deux, mais dans les échanges, c'est intéressant parce que les personnes reformulent en fait tout ce qu'elles ont appris, tout ce qu'elles ont vu, puis elles s'enrichissent de ce que les autres ont pu percevoir. Et puis, à la fin, on a un peu ce résumé. Ça dure pas très très longtemps parce que c'est assez dynamique. Voilà, donc Mm. c'est ce partage de cartes. On en garde une, on va chez l'autre groupe, on en garde une. Voilà, Ouais, c'est top. J'aime bien ces dynamiques-là. Je sais pas si c'est l'activité 35 de Tiagi, ça ressemble un peu, mais j'aime bien ces activités-là quand on a des grands groupes, justement, où on va butiner les uns les autres. Comme ça, on ouais, va s'échanger des exactement. cartes, on va voter on va noter des concepts. Et j'aime beaucoup ça quand on a enfin, à partir de 10, ça commence à être intéressant. Et effectivement, c'est des choses qui mettent en action et qui, à la fin, ça permet d'avoir un résumé sans qu'on ait un tour de table, on s'ennuie et enfin voilà, il n'y a pas d'intérêt. Donc ouais, ça c'est top. Cool, merci. Je peux encore vous donner une idée. Je sais pas, on le voit un petit peu ici. Enfin, donc voilà. C'est soit choisir au hasard 3, 4, 5 lettres en fonction du groupe, soit jouer avec l'idée d'un Boggle. Et en fait, avec chaque lettre qu'on a, il va falloir donner un concept qu'on a appris. Et puis, du Hmm, coup, les personnes se font leur petite carte. Elles partent avec l'alphabet partagé de tout ce qu'on a hmm, vu dans la formation. trop bien. Ouais, genre comment ça s'appelle? Un baccalauréat de la formation un peu. Oui, mais là, c'est vraiment chacun seul dans le fond. Yes, trop bien. Cool, merci. Et après, il y a le cookbook. Je ne sais pas si vous le connaissez, si vous l'avez vu sur les réseaux. Je pense que oui, les petites cartes qui sont. J'avais pas vu, ils avaient fait des cartes avant, j'avais pas vu qu'ils avaient fait des cartes. Ouais, 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 ils ont fait des cartes et c'est sur les comportements, les apprentissages et les réactions. Et c'est sympa parce que bon, moi, je fais, chacun tire sa carte et puis doit répondre c'est vraiment le dernier débrief, quoi. Sur Mm, qu'est-ce que j'ai appris, avec quelles compétences je repars, qu'est-ce qui va changer pour moi demain, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en action, etc. ok,
Et je trouve ça c'est sympa. Ouais, je vais aller voir parce que j'étais restée sur le fait qu'ils avaient fait le PDF là avec les icebreakers Oui, et tout ça, en fait, mais ça c'est en ligne. On peut ok. le travailler en ligne. Bon, moi, j'ai fait des. Voilà, je me suis amusée à le reproduire pour le plastifier. Moi, j'utilise dans le même genre, j'utilise, je sais pas si vous connaissez celles de Coach Agile qui sont les debriefing cards. C'est ça, et du coup, Mais c'est celle-là, en fait. C'est ah, les c'est mêmes. les mêmes. Ah, c'est les mêmes. Ok, ça Oui, marche. oui, c'est les mêmes. Ouais, ouais. Ok, bah ouais, enfin elles sont top celles-là. En gros, je vais vous lire une ou deux cartes, vous allez voir. Identifiez 3 compétences que vous aviez déjà sans vous en rendre compte avant aujourd'hui. Après aujourd'hui, quel sujet souhaiteriez-vous approfondir dans le futur? Donc, enfin franchement, il est top. C'est debriefing cards. Et moi, j'ai pareil. Pareil, j'utilise quasiment systématiquement en fin de formation, à la fin, en mode de déclusion, quoi. Trop bien. Yannick, il y avait quelque chose que tu voulais dire, je crois. Ah non, peut-être pas. Et je suis désolée, je vous donne encore une petite pépite que j'ai Ah trouvée oui, sur vas-y, vas-y. LinkedIn. Partage les pépites. Euh, c'est en fait quand c'est bien quand c'est une équipe, quand on intervient dans une équipe, je sais plus où c'est. Voilà, c'est un monsieur qui s'était amusé à faire à reproduire en fait, à trouver des affiches de cinéma. Je sais pas si vous l'avez vu passer ce truc. En Oui, fait, ce sont des C'est Stéphane Delbecq, c'est ça? je pense que c'était lui, oui, oui, Ouais, oui. oui, 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 c'est. Il l'avait envoyé à ceux qui le demandaient. Mais bon, c'est facile, enfin facile, ça prend beaucoup de temps. Donc, c'est aller chercher plein d'affiches de cinéma. Et en fait, moi, je le fais surtout quand j'interviens dans une équipe où il y a un projet d'équipe, parce que quand les gens ne se connaissent pas, c'est un peu plus compliqué. Et l'idée, c'est de prendre trois, quatre cartes. Alors, soit c'est en fonction du film parce qu'on l'a vu, du titre, ou alors simplement de l'affiche, et de dire, bah voilà, et maintenant. Voilà. Et c'est puissant parce que c'est impressionnant comment juste un titre peut faire. Voilà. Et c'est génial. En fin de formation, quand on intervient dans une équipe qui a un projet, franchement, c'est puissant. Je l'ai utilisé plusieurs fois. Ouais, ouais, ouais. Moi, je l'ai jamais Du coup, utilisé parce que, enfin, moi, la fois, justement, Stéphane l'avait utilisé sur moi, du coup. Et du coup, j'avais trouvé parfois frustrant parce que quand on n'avait pas vu le film dont l'autre personne parlait, eh ben, du coup, on ne comprenait pas trop. Et je trouvais qu'il y avait un côté où il fallait un peu avoir vu le film de tout le monde pour comprendre réellement c'était quoi le message derrière. Et du coup, il y avait un D'accord. côté où j'avais trouvé ça un peu frustrant. Moi, en fait, moi, je l'utilise pas du tout dans le film, hein. Moi, je leur dis, si vous avez vu le film et qu'il y a un message, vous l'utilisez. Sinon, vous vous contentez du titre. Sinon, Ouais, simplement de l'image. Et d'accord, donc, ouais, à un ça moment donné, marche. voilà, c'est les quatre Mm. fantastiques. Donc, ça devient, nous, l'équipe des fantastiques, nous allons Mm. vaincre. Machin. Et en fait, je ne prends pas le film. Parce que D'accord, ça sinon, c'est marche. plus compliqué. Voilà. Ouais, ouais, c'est ça. C'est du coup, sinon, faut avoir tout vu et du coup, c'est compliqué. Oui, oui, non, 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 c'est compliqué. Ok, super, trop bien. Du coup, on demande dans le chat d'avoir des supports, enfin les éléments dont on parle. Donc, effectivement, tous les éléments dont je vous ai parlé, je vous renverrai un mail après pour vous envoyer tout ça. Puis, n'hésitez pas à me contacter aussi si vous avez d'autres questions, si j'oublie quelque chose. Top, merci pour ces partages, c'est super riche, c'est super, merci beaucoup. Ok, pour moi, j'en avais fini de partager ce que j'avais envie de vous partager. Donc, justement, pour résumer, si on résume un petit peu, donc il y avait tout ce qui était donc les outils d'appel. Donc, en gros, pour introduire une séquence, tac, on sollicite la curiosité pour ensuite faire un débrief et essayer de voir comment on peut raccrocher ça avec ce qu'on sait déjà en tant que participant, participante. Deuxième élément, c'est du coup ancrer les apprentissages, le faire avec les gens, co-construire des choses, co-construire les savoirs avec les personnes, plutôt que de déverser des choses en façon descendante. Et troisième élément, c'est les outils de rappel, c'est comment est-ce que je peux savoir si les personnes ont bien ancré ce que j'ai enseigné pendant la journée. Voilà. Et du coup, ce que je voulais savoir avec vous, c'est avec quelle pépite est-ce que vous repartez aujourd'hui? Donc, ça, vous pouvez me le dire à l'oral, soit par le chat, comme vous voulez. Mais en tout cas, on en a fini pour le live du jour, sauf si vous avez des questions, bien sûr. Elles sont les bienvenues. Moi, j'aime bien tes intitulés outils d'appel, outils d'ancrage, outils de rappel. J'aime bien. Ouais, alors j'ai cherché, il y a certains intitulés qui sont repris d'une personne qui m'avait justement formée à la pédagogie
Et d'autres que j'ai, celle le rappel, c'est moi qui l'ai sorti. Je sais pas trop comment les appeler. J'avais cherché justement dans différents ouvrages. J'ai l'impression que ça s'appelait un peu différemment à chaque fois. Mhm. Du coup, j'ai pas, je sais pas s'il y a enfin, des noms spécifiques. Donc, euh, cool. Et du coup, si, je sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui sont du côté de Nantes ou pas très loin, ou qui veulent bien faire le trajet, ça dépend. Mais en tout cas, si vous êtes intéressé, j'anime une formation de 2 jours justement sur tout ce qui est pédagogie active et ludopédagogie, parce que du coup, là, j'en ai pas beaucoup parlé, mais j'utilise beaucoup les jeux. Enfin bon, là, c'est quand même des activités ludiques, mais beaucoup des activités ludiques pendant les formations. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous enverrai aussi les informations concernant cette formation euh, qui aura lieu en mars sur Nantes. Alors, je lis un petit peu les retours, les petites pépites là. Alors, les auto-quiz battle. Ah, du coup, il y a plein de fans des auto-quiz. Ça, c'est pratique. Top. Auto-quiz battle. Tac. Partage des uns des autres grâce au format ouvert. Top, trop bien. C'est vrai que c'était. Merci pour vos apports aussi, c'était très riche. Général, le partage des uns des autres. L'auto-quiz. Ah, il y a un gros coup de cœur pour l'auto-quiz, hein. Les jeux de cartes pédagogiques. Hop, trop bien. Et la bonne humeur. Bah super. Merci beaucoup en tout cas pour votre participation. Donc il y aura le replay qui sera disponible là cet après-midi. Donc si vous avez envie de le transmettre à d'autres personnes enfin voilà, vous pensez que ça peut être utile à d'autres personnes, avec plaisir. Et je vous envoie également dans le mail les éléments dont j'ai parlé là, enfin les livres et puis les quelques cartes que je vous ai présentées. Voilà. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée et puis un bon appétit si vous souhaitez manger. Merci beaucoup, Carole. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup, bonne Merci, journée à bonne tout le monde. journée.